Vidéaste.eu. Vidéaste.eu. Bonjour monsieur, vous m'avez l'air d'être une célébrité. Ça ressemble un peu la peinture de Hans Holbein, des ambassadeurs. Comment vous l'appelez-vous? Et alors vous êtes qui? Et vous êtes? Vous êtes qui? Qui ne me connaît pas? Je ne me définis pas par rapport à ce que je fais, mais je me définis par rapport à ce que je suis. Et je suis Arnaud Louis Chevalier. Alors, en fait, j'ai été connu de façon très intense par un tout petit noyau de personnes. C'est-à-dire que je suis très connu par les gens qui sont nés entre 1955 et 1965 et qui vivaient à Paris dans les années 80. Aujourd'hui, je suis amateur d'art et de champagne. Le jour de la semaine où il y a vraiment le plus de vernissage, c'est le jeudi. Le deuxième meilleur jour, c'est le mardi. Des fois le mercredi aussi. Le mercredi, le vendredi et le samedi. Il y en a tous les jours. Par contre, le dimanche, non, c'est la messe. C'est pas mon cas, mais... Un vernissage, oui, c'est quand il y a une exposition qui démarre. En principe, dans les bonnes galeries, il y a un coup à boire. Alors, il y a un coup à boire, parfois c'est du gros rouge qui tache, parfois c'est du champagne, parfois c'est du prosecco, mais voilà, c'est une occasion à la fois de discuter, de rencontrer du monde, parce que ça fait quand même venir du monde, et puis c'est une occasion de voir des toiles ou des œuvres dans de bonnes conditions. On va voir un peu? Allez. Ça c'est un jeu sympathique. Next time. Venice, Du rhum vénézuélien, ça? Philippines. Une petite question, c'est du vin hallucinogène? Pas du tout, c'est du vin CBD, du coup c'est du vin qui est censé vous détendre encore plus. Elle est capable d'en prendre 10 caisses. Hein. Oh oui. Où est-ce qu'on trouve du vin? Alors, ici, il y a une table et il y a quelqu'un qui nous sert. Le patron, il a dit qu'il y avait un cubi de rosé. un vin rouge ou les softs là-bas. Vin blanc. Une préférence pour un des deux? Celui-là. Celui-là, ça C'est le marche. plus près. En tant que spécialité vernissage, j'ai toujours mon outil avec moi, le décapsuleur. Parfois il y a des bières. C'est mon outil de travail. Mais il va y avoir plusieurs personnes. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Santé. Na zdrowie. Merci. Salut les gars. Pardon. Santé. Santé à toi aussi. Allez, campagne. Campagne. J'ai fait campagne avec toi. Alors campagne. On voit aussi beaucoup de choses et de niveau très inégal. Alors, la règle générale, c'est que quand on n'aime pas, on dit rien, et quand on aime, on le dit. Voilà. Hier, il y avait un truc où je suis allé, j'étais même pas au courant, je suis passé devant, au musée de la chasse et de la nature. Très bien. Et tu avais au sous-sol un cocktail gigantesque. T'as bien mangé? Oui. C'est ça
les surprises de certains soirs. Il y a des trucs qui sont pas du tout prévus. C'est souvent ça le meilleur. Voilà. On passe dans des univers qui sont totalement différents. On peut même aller dans des univers totalement opposés. Et les vernissages permettent ça. Le luxe aujourd'hui, c'est l'espace. C'est avoir de l'espace, ça c'est vraiment le luxe. Mais il y a un autre point qui fait, à mon avis, aussi partie du luxe, c'est de pouvoir aller dans n'importe quel milieu, de pouvoir être à l'aise dans n'importe quel milieu. Je suis d'origine métropolitaine par mon père, mais d'origine antillaise par ma mère. Déjà, comme j'ai été largement élevé par mes grands-parents, je suis en quelque sorte biculturel. Mais en plus, j'ai vécu longtemps dans des quartiers aisés, mais j'ai aussi accompagné ma mère qui était avocate de la CGT. J'ai accompagné à la CGT quand j'étais petit, et donc je connais aussi les codes ouvriers. Et donc, moi, je sais que je peux aller absolument partout et que je suis à l'aise absolument partout. Bon, je pense que je connais à peu près la moitié des gens qui sont ici. C'est un grand milieu par l'esprit, mais en nombre, c'est un petit milieu quand même. Que des gens pas forcément créatifs, pas forcément curieux, mais la plupart du temps ouverts. Ouais, c'est un petit milieu qui ne se réduit pas à 30 personnes. La vie est une fête et il faut toujours profiter de l'instant présent. Il faut jouir du présent. Oui, absolument. Il ne faut pas trop dans le passé, ni trop dans l'avenir, il faut dans le présent. Pas dans le présent. Ce qui est, le bonheur est dans l'éphémère. Pour moi, le bonheur, c'est d'abord quelque chose d'instantané. C'est-à-dire que le bonheur, rien n'est durable, hein. Que ça soit le bonheur ou le malheur, rien n'est jamais durable. Ce qui est important, par contre, c'est d'essayer de faire de sa vie quelque chose de merveilleux à tous les instants. Bon, on y arrive pas, hein, souvent on n'y arrive pas. Mais le bonheur, en tout cas, c'est toujours quelque chose qui est instantané, qui est éphémère. Et donc, une bonne journée, c'est une journée où on s'est fait un certain nombre de plaisirs, sachant que ce sont des plaisirs qui ne durent jamais. Ce qui m'intéresse, de toute façon, c'est l'instant présent, c'est l'instantanéité. Ça, c'est vraiment important. C'est prendre du plaisir instant après instant. C'est le fait d'avoir une petite joie, maintenant, tout de suite, là où on est, et éventuellement d'avoir un projet de petite joie dans une heure, dans la journée, ou éventuellement dans la semaine, mais ça va pas plus loin. Ce qui est important, c'est l'instantanéité, c'est l'éphémère. Moi j'ai fait beaucoup Paris by Night dans les années 90, donc une décennie après. Donc voilà. Quand c'était déjà beaucoup moins bien. Ça s'amuse quand même pas beaucoup. Hein. Moi si. Je suis seul. Ouais, bon, aujourd'hui on s'amuse quand même beaucoup moins. Alors il y a la crise, il y a plein de facteurs qui font ça, mais effectivement, je pense que dans les années 2020, on s'amuse moins que dans les années 2010. Et en 2010, dans les années 2010, on s'amusait moins que dans les années 2000. Dans les années 2000, on s'amusait moins que dans les années 90. Et dans les années 90, on s'amusait moins que dans les années 80. Voilà. Donc, effectivement, on est très très loin de l'indice de fête des années 80. C'est merveilleux dans le quotidien. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un truc qui dérape. C'est ça qui est important. C'est le choc qui fait que d'un seul coup, il y a quelque chose de totalement incongru qui arrive dans un endroit où ça ne devrait pas avoir. Moi, ce que j'aime, hein, ce qui me plaît justement dans les vernissages, c'est que on y va et on ne sait jamais ce qui va se passer.
On peut aller dans des vernissages très chics et puis trouver que finalement c'est pas très bien, et puis on peut aller dans des vernissages qui sont bon, enfin, on se dit c'est le tout venant, et puis finalement on tombe sur quelque chose de merveilleux. Ça c'est agréable. C'est pas du tout prévu, c'est quelque chose de spontané, c'est un plaisir éphémère. Ah, on a fait des trucs qui étaient assez rigolos. On s'est retrouvé dans une galerie avec comment dirais-je, un prêtre bouddhiste, ou je sais pas quoi, qui a fait une cérémonie pour retirer le mal de dos de quelqu'un, mais c'était quand même assez zarbi. Et à la galerie de la Clé, eh ben, on a transformé la galerie de la Clé en boîte de nuit. Ah, oui, je l'ai vu danser et il est sexy quand il danse. Il sait danser, hein, en tout cas, mieux que moi-même. Ah, je l'ai déjà vu danser plusieurs fois, oui, c'est assez original. Et, donc il s'en sort très très bien et ça attire les regards. Donc et qui pointe comme ça vers le bas et qui s'appuie sur le parapluie, ouais, c'est assez spécifique, on va dire. Alors, après le Covid, il y avait encore beaucoup de restrictions. Je suis allé dans quelques festivités, mais enfin, il y en avait pas beaucoup. Mais les gens, ils avaient tellement envie de faire la fête, mais tellement envie de faire la fête, ils étaient prêts à danser sur n'importe quoi, sur du Michel Sardou, sur du Sheila, sur n'importe quoi, et s'amuser vraiment. On va à Odéon, on va manger un petit morceau avant d'aller chez Castel. Pour les soirées LHOQ, LHOOQ. Oh, c'était rigolo. Puis il y avait les meufs. Il y avait deux vieilles sur toi. Hein. Oui, j'aime bien les jeunes, hein, quand même. Je n'ai aucun a priori, mais tu sais, même sans caméra, généralement je me fais remarquer. Ah, bah, ouais. J'aime bien la façon dont il baise la main de quelqu'un. C'était fait avec élégance et c'était juste. Ah oui, c'est vrai. C'est rare, les gens ne savent pas toujours faire le baisement. On a plaisir à le faire et ça se sent. Waouh, ça forme. Qui va bien. Très bien, et toi? Ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il va la garder, il va la garder. Il va les garder. Mon bébé. Bye. J'aime pas trop les poils sous les bras. Chacun fait ce qui lui plaît. Mais pour une peinture, non, je la mettrai pas dans ma chambre. J'ai fait des études d'ingénieur des travaux publics. Et j'avais évidemment des cours d'architecture. Hein. Et l'un des projets que j'avais présenté, il y avait des cariatides parce que j'adore ça. Et le prof d'architecture, c'était un vieux monsieur, m'avait regardé et m'avait dit:
Monsieur Chevalier, mais quel âge avez-vous? Comme si c'était un crime d'avoir des cariatides au XXe ou au XXIe siècle. La façon dont je suis habillé peut parfois attirer le regard. Et je sais que ça crispe énormément mon épouse parce que elle est elle-même quand même très jolie, beaucoup plus jeune que moi, et donc elle a plutôt l'habitude qu'on la regarde elle. Et quand on me regarde moi alors qu'on est tous les deux, c'est quelque chose qui de temps en temps l'agace fortement. J'ai eu 4 femmes. Ah, donc t'es un donjon? Ah non, pas du tout. Simplement, je suis vieux. Alors, j'ai eu, on va dire, 4 compagnes. Safia, qui était marchande d'art à Barcelone, et puis j'ai vécu pendant quelques années avec une autre dame qui était très jolie, une blonde aux yeux bleus, et puis avec une autre femme qui était canadienne. J'ai vécu pendant 2 ans, et puis depuis une douzaine d'années maintenant, je suis marié avec une jeune femme bulgare. Alors t'es rock'n'roll aujourd'hui? Un peu quand même. Un peu mon neveu. Je vais partout, toujours bien habillé. L'élégance, c'est ce qui reste quand on est vieux. Il n'y a plus que ça, donc j'essaie d'être élégant dans la mesure du possible. Ça va, c'est formidable. Ça va. C'est bien. On n'a pas besoin du costume, il l'a quand même. Toujours un acte, une œuvre d'art, regarde d'autres œuvres d'art. Alors c'est formidable parce que vous êtes habillé d'une certaine façon, qui est un peu décalée par rapport au costume. Légèrement passéiste. Ça fait pas costumé. Ah bah, ça fait pas panoplie, je veux dire. Ah bah non, parce que je m'habille comme ça souvent. Ben ça se voit. Oui. C'est-à-dire ça devient un truc naturel, quoi. Ça fait pas, j'ai mis mon. Non, c'est pas Mardi Gras. Ah mais ça vous va très bien, très bien. Merci. L'important c'est d'être à l'aise quand on est comme ça. Oui, moi ça me va bien. J'aime bien quand on me regarde. Ça se sent. Un peu d'humour et de plaisir. Très souvent, il y a deux choses importantes dans la vie, le plaisir et la curiosité. Ouais. Les gens sont trop dans le paraître, pas assez dans le plaisir. Et la troisième chose qui est importante, c'est l'élégance. Alors le tact et l'élégance, c'est très important. Et vous êtes toujours aussi élégant? Eh bien, les hommes se rhabillent maintenant. Ah bah oui, quand même, les gens ne sont plus habillés. Alors qu'en fait, c'est un plaisir. Quel style, quelle classe. Oh, t'es beau toi. J'adore la tenue. La tenue, elle est impeccable. Il magnifico. C'est le son look, alors j'ai dit on danse. Je peux avoir une photo avec vous? Bien sûr. Le contraste. Ça, c'est un beau contraste. J'adore les tenues, vraiment. Très classe. Ma foi, il est tout à fait normal que je plaise à tout le monde. Oui, on est magnifique, n'est-ce pas? Il s'appelle Laura. Mon père il avait un bonnet comme ça, la même comme vous, là, avec le même. C'est la loutre. Oui, il avait les années 60, ça. Elle avait une Dans le métro, je suis anonyme, quelle que soit la façon dont je suis habillé. Personne, surtout quand je suis habillé de façon bizarre, personne n'ose me parler. Hein. À l'époque, tout le monde était habillé classe. Alors, il y avait plusieurs modes en même temps, mais une fois qu'on avait choisi son style, les gens s'habillaient quand même assez classe. Ouais. Ça s'est dégradé à la fin des années 80, au début des années 90. C'est la mode de province qui a pris le dessus sur Paris. Les gens sont habillés survêtements de sport. Il n'y avait pas la même élégance. C'est là dans votre look.
quel style. Laissez-moi vous dire que pour moi c'est important, parce que je suis d'origine congolaise. Il y a le Congolais, il y a la Saint-Étienne. En tout cas, c'est génial. C'est génial. Bataille. Il y a du léopard. Bataille. J'adore cette chemise. L'hiver, il met sa peau. Un côté bestial qui Et l'été, il met les fleurs. Voilà. Il s'adapte à la saison. Toujours chic, mais adapté à la saison. Tu vois. C'est de saison. C'est comme les légumes. Comme les légumes. C'est ton dernier safari, le léopard. Je pensais que c'était une espèce protégée. Aujourd'hui, j'avais une humeur fauve. À donner des coups de griffe. T'as toujours ton parapluie avec toi? Ah, toujours, oui. Parapluie de compétition qui m'a été offert par mon ex-compagne qui est décédée aujourd'hui. J'ai reçu une goutte. The color is beautiful with the blue, yeah. Often I'm dressed like that. Ah, okay, okay. Nice. You work in fashion? That's your own I fashion. am the fashion. You are the fashion, absolutely. Yeah. D'accord. Et salut la bonne. Parce que tous ces photographes. Et pas de geste obscène, putain, merde, je vais avoir des problèmes après. Ouais, la grossie. Il y a une de bonne. Quel talent. Je fais une photo avec. Alors, je fais pas de sport parce que c'est la clé de mon succès, no sport. Mais par contre, les vernissages, je marche. Je marche beaucoup d'un lieu à un autre. Donc la marche, est-ce que c'est vraiment un sport? En tout cas, c'est une activité physique. Et puis il y a des escaliers, donc voilà, je fais des steps. Bon, pas trop, hein, mais j'en fais un peu quand même. Voilà. C'est sportif hein, quand même. Faut monter, faut descendre. C'est le seul sport. Hein. Ah, tu fais une performance? Quand? Maintenant? Alors j'attends la performance. Alors les performances, il y a de tout, mais une performance réussie, parfois ça peut être très intellectuel et ça peut très bien passer. Ce qui est important, c'est que ça soit dense, que ça soit court et qu'il y ait du sens dedans. S'il n'y a pas de sens, ça marche pas. Mais dès qu'il y a du sens et que il y a une véritable densité, ben à ce moment-là, les gens sont contents et apprécient. Très sympa, très sympa.
Ça me rappelle certaines performances au 120 nuits. C'était plus brutal quand même. Je vais reprendre un peu la façon dont j'ai fait des boîtes de nuit. Bah, au départ, moi j'ai fait des études d'ingénieur. À la fin des années 70, j'ai fait maths sup, maths spé. Le hasard des concours a fait que j'ai été reçu dans une école d'ingénieur parisienne, qui est l'école spéciale des travaux publics. C'est à partir de l'été 80 que moi j'ai commencé à sortir de façon extrêmement régulière. C'est au bain-douche que je suis venu. C'est ici que j'ai vraiment eu envie de faire des choses la nuit. Ça a été le début de ma vocation. J'ai fait des études complémentaires, à la fois à Sciences Po, à Paris, qui est une école quand même relativement généraliste, et à la fois dans une petite école de commerce qui avait l'intérêt d'avoir une niche, de créer une niche dans le show business qui s'appelait l'ISG. Et effectivement, par le biais de l'ISG, j'ai commencé à organiser des concerts. Pour moi, c'est là que tout a commencé, puisque c'est ici que j'ai co-organisé les Rockin' Loft 1 et 2. Sur chacun de ces deux Rockin' Loft, on a fait 5000 personnes. Et donc, c'est ce qui nous a un peu projeté dans la nuit parisienne, parce qu'on avait réussi à avoir un succès pas mal sur des inconnus. Et autour des Rockin' Loft, on était aidé par notamment un magazine qui avait beaucoup de lecteurs à l'époque, qui s'appelait le magazine Actuel. Et donc j'ai participé à la conception des nuits d'Actuel Orex. Puis finalement on ne s'est pas entendu sur ce que j'allais faire et sur le montant de ma rémunération, ce qui fait que je suis parti pas très content. Mais j'avais très envie, moi, de faire des boîtes de nuit quand même. J'ai été frustré de cette première boîte. Donc, avec une amie, Anne-Marie Moreno, on a commencé à regarder toutes les salles qui étaient disponibles. On a rencontré le propriétaire du Globo, boulevard de Strasbourg, qui était El Señor Sanchez. Alors là, c'était la nuit à la vieille école, c'était la parole donnée. Et donc, jamais rien d'écrit, tout en parole. Et puis finalement, c'est peut-être 10 jours avant l'ouverture officielle, on avait déjà commencé à faire la campagne de communication avec la radio, que le Seigneur Sanchez m'a convoqué moi tout seul, et il m'a dit: Monsieur Chevalier, finalement, je vous donne mon accord. Mais c'est à vous que je le donne, à personne d'autre. C'est vous qui êtes mon interlocuteur, et si ça va pas bien, c'est à vous que j'aurai affaire. Et donc, à côté des groupes qui venaient à la demande de tourneurs, qui louaient la salle, il y avait des groupes qui étaient programmés par notre directrice artistique, qui était Anne-Marie Moreno. Et c'est comme ça qu'on a vu, par exemple, Steph, avec son premier groupe, Betty's Group. Steph, qui ensuite a fait partie de Pigalle. On a vu également Denise Twist, avec Franck Margerin, voilà. Et puis on en a eu d'autres, il y en a eu plein. Le Palace étant fermé, eh bien, il y a eu plusieurs groupes, notamment les Comatins, dont le concert était prévu au Palace et qui ont finalement fait leur concert aux 120 nuits. Les 120 nuits commençaient tôt, commençaient dès 21h30. Donc, notamment en semaine, le mercredi et le jeudi.
les personnes qui travaillaient le lendemain avaient la possibilité de pouvoir passer voir et faire un tour au 120 nuits pendant 1 heure, 2 heures, puis aller se coucher et avoir une nuit complète après. Donc ça nous a apporté beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et puis autre chose importante, on avait une politique tarifaire qui était très peu chère, c'est-à-dire que avant 23 heures, eh bien, on payait simplement une consommation à l'entrée. Le prix de la consommation a été d'abord de 25 francs, puis de 28 francs. Donc en euros, ça représente 4 euros. Donc 4 euros l'entrée avec une consommation, c'est quand même pas très cher. Et puis après 23 heures, eh bien, pour que les gens viennent tôt, après 23 heures, le prix d'entrée c'était 40 francs, donc presque le double, et sans consommation. Donc à partir de 22h50, on avait une longue file d'attente et le caissier avait pour consigne de freiner le mouvement de façon à ce qu'il y ait un maximum d'entrée à 40 francs. Voilà. Le mercredi, on faisait entre 300 et 500 personnes, ce qui est bien. Le jeudi, qui à l'époque était un jour plus faste qu'aujourd'hui, on arrivait à faire entre 500 et 1000 personnes. Et le vendredi, on n'a jamais fait au 120 nuits moins de 1500 personnes. Et en fait, on était entre 1500 et 2500 personnes. J'avais le fond de caisse avec moi, donc le fond de caisse c'est que des pièces, hein. C'était super lourd. Et donc je me souviens bien des trajets en métro ici. Je partais de Pernetti, en bas de chez moi, jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis, avec mon fond de caisse dans mon cartable. Au 120 nuits, je travaillais à plein temps dessus, donc au 120 nuits, ben voilà, plein temps. De toute façon, il y a la promotion qui est indispensable, donc aller à tous les vernissages, donner des invitations, gérer les videurs, ce qui est pas toujours si facile que ça. C'était la boîte de nuit la moins visible, hein. Il y avait simplement un calicot pour montrer où était l'entrée, mais si, c'était une boîte qui était extrêmement cachée. Oui, mais les endroits les plus beaux sont les endroits cachés, hein. Toujours. Alors, qu'est-ce qui fait le succès d'une boîte de nuit? Les gens qui vont dans une boîte, ben ils vont pour écouter de la musique, bon, ils vont pour draguer, ils vont pour picoler, ils vont pour s'amuser, danser, faire des rencontres. Tout ça, c'est vrai. Mais ce que les gens recherchent, sans le dire, hein, mais ce que les gens recherchent avant tout, quand ils sortent dans une discothèque, ou quand ils sortent le soir, c'est de vivre une aventure extraordinaire. C'est-à-dire une aventure qu'ils ne pourraient pas avoir ailleurs. Et c'est ça qu'on a essayé d'apporter au 120 nuits, c'est la possibilité pour tous les clients, tous les soirs d'ouverture, d'avoir une aventure extraordinaire, parce qu'il y avait un mélange, un brassage de personnes extrêmement différentes, parce que il y avait des performances tous les soirs, et parfois c'était des performances qui étaient assez décoiffantes, et aussi parce que on avait un décor qui changeait chaque semaine. Avec comme directeur artistique pour les expositions, Xavier Veillon, qui par la suite a fait une carrière internationale, qui vaut très cher maintenant. Hélas, je n'ai pas d'œuvre de lui chez moi. Pour être sûr d'avoir des rencontres, de faciliter des rencontres extraordinaires, mon équipe et moi-même, on donnait beaucoup d'invitations. En allant dans les vernissages, dans les fêtes, enfin un peu partout. En fait, j'ai commencé à faire des vernissages quand je m'occupais de boîte de nuit, parce que c'était l'endroit où je donnais des invitations gratuites. Et une boîte de nuit, ça marche en semaine,
grâce aux personnes qui sont invitées. Sinon, c'est difficile de faire venir les personnes qui payent. Et moi, je fais des vernissages depuis 1980, donc ça fait quand même un bon bout de temps maintenant. Alors, ça marchait pas exactement de la même façon. Déjà, il n'y avait pas Internet, donc j'ai été l'un des premiers en France à avoir un répondeur. C'était une grosse valise, grande comme ça. Un répondeur interrogeable à distance. Et puis, quand je sortais d'un vernissage, j'allais dans une cabine téléphonique, ça n'existe plus, pour interroger mon répondeur et savoir quelles étaient les autres adresses qui avaient été laissées sur mon répondeur. Et donc, ça marchait comme ça, mais ça marchait bien. Hein. En ce moment, j'ai un problème pour donner les plans, c'est que quand je fais des copier-coller sur les adresses Facebook, ça me dit message non envoyé. Donc, voilà, ajouter en ami. Voilà, vous avez déjà 25 amis en commun. Et on donnait des invitations, évidemment, aux personnes qui nous paraissaient les plus allumées, les plus étranges, effectivement, ça donnait parfois des cocktails le soir qui étaient pour le moins détonnants. Autre chose, il n'y avait aucune sélection à l'entrée. Ça, c'était notre souhait dès le départ. Donc, alors que au bain-douche, il y avait une sélection féroce à l'entrée, au Palace un peu moins, mais enfin, il y avait quand même une sacrée sélection. Au Privilège, donc la boîte sous le Palace, il y avait une très très grosse sélection, encore plus forte, plus forte qu'au bain-douche. Eh bien, chez nous, il n'y en avait pas. Voilà. En fait, les gens viennent grâce à la circulation de l'information. Quand ils sont informés, ils viennent une première fois, ça leur plaît pas. Si ça leur plaît pas, ils reviennent pas. Donc, à mon avis, ça sert pas à grand chose d'avoir un physionomiste, et un physionomiste surtout, c'est là pour traduire ses propres fantasmes. Donc, rentrait qui voulait, et on avait toutes les ethnies urbaines qui étaient représentées au 120 Nuits, puisque on avait des groupes de motards, alors je ne dirais pas le nom pour pas avoir de procès, mais on avait des groupes de motards célèbres et concurrents d'ailleurs. On avait des skins, on avait des punks, on avait les Black Panthers, on avait toutes sortes de personnes qui, dans la rue, étaient susceptibles de faire des bagarres assez violentes, et qui, à l'intérieur de la boîte, comme ils étaient tous acceptés, ils se tenaient à carreau, et ça permettait d'avoir effectivement des échanges surprenants et qui n'auraient pas eu lieu ailleurs. On ne sait jamais ce que les gens transportent sur eux. Et effectivement, les videurs qui fouillaient, dès qu'il y avait un objet un peu dangereux, le mettaient au vestiaire avec une étiquette, on rendait, hein, mais il y avait une fouille quand même assez sérieuse. Et parmi les objets qu'on a récupérés comme ça et qu'on a rendus après, il y avait quelqu'un qui était venu avec une grenade. Donc, venir avec une grenade à un concert, c'est quand même intéressant. Alors, les 120 Nuits ont eu quand même une grande importance pour les années 80. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, hein, puisque 120 Nuits, ça a duré 9 mois, de septembre 83 à juin 84. Mais d'abord, il y a eu énormément de clients, hein, en termes de visiteurs uniques, comme on appelle ça maintenant sur Internet. Je pense que les 120 Nuits ont fait pratiquement en 9 mois autant de visiteurs uniques que le Palace de 78 à 83. D'où quand même une certaine notoriété. Et puis, au-delà de ça, le succès commercial et financier des 120 Nuits a permis de convaincre les propriétaires des salles qui étaient un petit peu en déclin que finalement on pouvait faire des choses avec des locations ou avec un partage du chiffre d'affaires, et ça a aussi suscité un certain nombre de vocations auprès d'organisateurs de soirées, d'organisateurs de spectacles. Il y a eu tout un tas de nouveaux
de nouvelles soirées, des wine night clubs, c'est-à-dire dans un endroit donné une fois par semaine. Et alors des wine night clubs, il y en a eu à foison. Et puis avec Cyril Gordigiani que j'ai connu au 120 Nuits, puis ensuite dans ces soirées, je me suis associé pour faire la Régence à l'Opéra Night. Mais bien avant la Régence, eh bien, nous avons fait des soirées le samedi sous le nom pas très heureux de Palace en Folie, dans des lieux qui changeaient chaque semaine, tous les samedis, et très souvent, ça avait lieu ici, au Frigo. Et puis ça pouvait avoir lieu un petit peu plus loin, au Grand Moulin de Paris, qui était également désaffecté. Ça a beaucoup changé, hein, parce qu'à l'époque, c'était une ruine. C'était une ruine, il n'y avait même pas d'électricité. Heureusement que dans notre équipe, on avait un électricien incroyable, parce qu'il a réussi au dernier moment à se brancher sur je sais pas quoi pour qu'on puisse alimenter la sono. Ça a tellement... c'est tellement propre maintenant, on a du mal à imaginer que ça a été un haut lieu de destroy à Paris. C'est fou ce que ça changeait comme quartier, hein, quand même. Avant c'était la zone, hein. Soyons clairs, avant c'était quand même la zone. C'était un coupe-gorge, hein, donc il faut dire que Paris dans les années 80 était beaucoup plus dangereux qu'aujourd'hui, hein. Il y avait des poches, il y avait des quartiers entiers qui étaient quand même très peu sécures. À côté de Montparnasse, il y avait la rue du Château, à côté dans le 20e, il y avait la rue Palicao, il y avait l'île aux Chalons à côté d'ici, de l'autre côté de la Seine. Il y avait autour de la Rotonde dans le 18e, enfin, ça craignait bien, hein, quand même, soyons clairs, ça craignait bien. On a toujours tendance à considérer que avant c'était mieux, mais non, avant c'était pas mieux, et avant c'était beaucoup plus insécure que ça ne l'est aujourd'hui. Et puis on a fait aussi des palaces en folie, rue des Panoyaux dans le 20e, dans le 18e, enfin on changeait d'adresse à chaque fois, et les gens étaient au courant de l'adresse simplement par téléphone. Ils se téléphonaient les uns les autres, on donnait l'information à quelques personnes, et finalement on avait le samedi entre 200 et 500 personnes, ce qui est quand même très honorable. Le théâtre où on a fait beaucoup de soirées Palace en Folie, il était là, et donc on rentrait par ici. Il n'y avait pas encore toutes ces boîtes aux lettres. Donc on avait notre sécurité qui est un grand punk, Christophe, ici, et puis on avait la caisse juste après. Il y avait un paquet de fêtes. Ouais, il y a eu beaucoup de fêtes, et puis on a organisé certains numéros des Palaces en Folie en étage. Bon, alors là, il y a un ascenseur flambant neuf, hein, magnifique, mais bien évidemment, dans les années 80, il n'y avait plus du tout d'ascenseur. Il y a eu un ascenseur il y a très longtemps, mais en tout cas, il n'y avait plus rien. Donc, quand il fallait monter au 4e ou au 5e, c'était forcément à pied. Avec le matos pour les fêtes, la sono. Avec l'alcool, avec le matériel, avec tout, oui, effectivement. Fallait des bras, hein. Avant, la rue qui est là n'existait pas, hein, la rue des Frigos n'existait pas. Tout ça appartenait à la SNCF. Maintenant, ça a été racheté par la mairie de Paris, je pense. Et on avait un grand terrain qui allait jusqu'au quai, avec un HLM en rentrant. Quand ils en pouvaient plus, ils passaient leur tête à travers la fenêtre pour dire de se taire, et c'était extraordinaire. C'était comme à la foire, on avait des canettes de bière et on les jetait sur leur tête. Bon, pour nous c'était très drôle, je pense que pour eux ça l'était un peu moins. Plutôt des canettes de bière vides, hein, parce qu'il fallait, on gâchait pas à l'époque. À la Régence, c'était une salle qui était un petit peu plus petite quand même que les 120 Nuits, hein. L'Opéra Night était un petit peu plus petit, mais le vendredi et le samedi, on était aux alentours de 900 à 1000 entrées. Mais Ardisson, je considérais pas qu'il était branché du tout, et je l'ai fait payer à la Régence.
plusieurs fois d'ailleurs. Et il n'était pas content du tout. Et voilà. Il te fait la tranche aujourd'hui? On se connaît pas. Hein. Enfin, il me connaît plus. J'allais souvent à la Régence Opéra Night dans les années 80 et c'est comme ça que, sans le savoir, j'allais aux soirées extraordinaires d'Arnaud Louis et voilà, et donc c'est des très très beaux souvenirs. C'était dans l'esprit un petit peu dandy, 18e siècle, de Prince et tous ces gens-là. Ils avaient un jabot, ils avaient une canne et c'était très décadent, mais c'était assez génial. Moi j'ai adoré, le monde de la nuit des années 80. Tu regrettes que ce soit fini la Régence? Ah oui, bien sûr, bien sûr. En plus, il y avait une sorte de théâtre, il y avait c'était très 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 cosy. Au premier étage, on pouvait prendre un verre, les gens dansaient. Non, mais c'était génial. Alors, l'Opéra Night où avait lieu la Régence, effectivement, a été détruit. L'ensemble, qui était un théâtre, un ancien théâtre, l'ancien théâtre Grammont, qui était vraiment un théâtre magnifique, a été vendu et hélas démoli, d'abord pour faire un magasin de chemises, hein, et puis ça a été repris par la ville de Paris qui a mis des services d'action sociale. Le dernier One Night Club que j'ai fait, c'était avec mon ami associé Patrice Luskowski, et c'était sur une péniche. Ça s'appelait Hommage à Debussy, et il était garanti qu'on n'entendrait aucun morceau de Debussy de la soirée. Ça se passait sur une péniche. Alors la péniche, elle a changé d'endroit, c'est le propre d'une péniche, hein, ça peut bouger. Elle a changé d'endroit à plusieurs reprises, mais grosso modo, lorsque nous faisions nos soirées hommage à Debussy, la péniche était à peu près par là, de l'autre côté, sur la rive droite. Il y a un certain nombre d'endroits où il y avait avant des boîtes de nuit. Ici, derrière la palissade, tout au fond, on voit une espèce de petite porte. Eh bien, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, dans les années 70, c'était une boîte de nuit extrêmement prisée sur les grands boulevards. Une boîte de nuit qui a fermé et qui m'intéressait parce que c'est une succession de caves de très belle qualité avec une belle hauteur sous plafond. Hélas, je crois la ville de Paris qui a racheté tout l'immeuble au-dessus pour y mettre les fonctionnaires de la ville de Paris qui s'opposent depuis absolument à ce qu'il y ait une boîte de nuit en dessous. On le comprend. En face, il y avait un cinéma, un magnifique cinéma, qui aurait pu aussi être transformé en discothèque, mais finalement c'était pas suffisamment rentable, donc ça a été transformé un temps en musée du chocolat, et là je vois que c'est de nouveau en travaux. Donc ça veut dire que même le musée du chocolat, ça n'est pas suffisamment rentable, et donc il y aura sûrement quelque chose de plus rentable. C'est lié au prix du foncier à Paris. Paris, c'est ça, c'est-à-dire c'est devenu une ville qui est tellement chère, dont le foncier est tellement cher, qu'il n'y a plus d'espace en fait pour pouvoir continuer à faire la fête et à ouvrir les boîtes de nuit. Soyons clairs, hein, à Paris qui est quand même une ville qui est en train de devenir de plus en plus musée, parce que le foncier est trop cher, parce que dès qu'on fait quelque chose, les voisins qui ont acheté leur appartement une fortune demandent aux flics de venir pour faire cesser le bruit. Moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des initiatives qui permettent de redynamiser un peu tous les endroits, quels qu'ils soient. Hein. Compte tenu des coûts du foncier sont extrêmement chers, et il y a de moins en moins de monde qui va en discothèque, soyons clairs. Où est-ce que les jeunes vont? Ils vont d'abord dans les bars, et puis pour la clientèle un peu plus branchée, effectivement, dans les vernissages. De plus en plus, on voit qu'il y a des DJ dans les vernissages, dans les magasins éphémères, hein, les pop-up stores, etc. Il y a souvent un DJ, et il se passe aussi des choses maintenant là-bas. J'irais peut-être plus dans les soirées privées entre guillemets, dans des lieux un peu éphémères, des soirées à thème, des soirées à thème, des choses comme ça. Effectivement, c'est mieux que dans les boîtes aujourd'hui parisiennes qui sont pour moi
un peu aseptisé, on va dire ça comme ça. Les boîtes parisiennes, d'abord il y en a beaucoup qui ont fermé, et puis il y a quand même de moins en moins de gens qui y vont, parce que c'est pas suffisamment attractif, c'est tout. Quand un truc fait rêver, tout le monde y va. Une discothèque à temps plein, c'est trop fatigant, c'est sûr que non. Mais par contre, ça me déplairait pas de faire une soirée mensuelle par exemple, ou un truc comme ça, mais bon, il faut trouver la salle, il faut trouver un deal correct avec la salle, et puis enfin, c'est quand même beaucoup de... même comme ça c'est quand même beaucoup de travail, hein. Et je suis un peu feignant. En fait, j'ai arrêté de faire des boîtes de nuit à la fin des années 80 parce que y a eu une nouvelle génération de nightclubbers qui n'écoutaient plus la même musique, qui prenaient plus les mêmes drogues, qui n'avaient plus la même façon de s'amuser. Et bon, voilà, il faut passer à autre chose, et je suis passé à autre chose. Bon, pour moi, bien évidemment, ce qui est important, c'est l'éphémère, c'est le bonheur de l'instant présent. Mais avec l'âge, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était important aussi, c'était la mémoire. Quand je parle de la mémoire, c'est pas la mienne, hein. C'est la mémoire collective. Je pense que la fête doit faire partie de l'inconscient collectif. Et à un moment où, sous l'effet de la surpopulation qui crée le réchauffement climatique entre autres, mais enfin qui va créer vraisemblablement pour les générations futures des guerres, des épidémies, des pénuries d'eau, enfin des tas de choses très désagréables. Il va leur falloir apprendre à danser sous les bombes, et dans ce cadre-là, c'est bien de pouvoir se raccrocher à quelque chose d'un peu festif. Et la mémoire peut être festive. Et donc c'est un petit peu la raison de cette vidéo. Et je pense que peut-être dans 100 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, peut-être que l'espèce humaine aura totalement disparu. Il y aura encore sur la planète des êtres vivants, ça sera des espèces de rats, des mutants de rats et de scorpions et d'araignées qui regarderont avec leurs yeux globuleux la vidéo que tu es en train de faire et qui pourront s'apercevoir à ce moment-là que finalement, à une certaine époque, dans ce qu'ils appelaient les années 80, eh bien, la race humaine savait rire, savait s'amuser et savait s'habiller, bien sûr. Honnêtement, on m'a jamais trop fait chier. C'est-à-dire que j'ai toujours fait en sorte que bon, ça se passe bien. Hein, j'ai choisi les gens avec qui je travaillais, et puis bon, je suis quand même d'un naturel plutôt gentil. Et je suis gentil, sauf si on me fait chier. Là, je peux être vraiment pas gentil du tout. Mais pas gentil du tout. Et généralement, on s'en souvient. Donc globalement, ça s'est plutôt bien passé. Et maintenant que je suis plus âgé, je peux t'assurer que j'ai pas envie de me faire chier du tout. Vidéaste.eu. 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 Vidéaste.eu.